Ici Élise Dubois. Le soir de mes 18 ans, j'ai soufflé les bougies d'un gâteau de supermarché bon marché pendant que ma belle-mère claquait une pile de papier sur la table de la salle à manger de notre maison à Lyon. Signe ça tout de suite ou dégage pour toujours, a aboyé Valérie Mercier en pointant son doigt manucuré sur la copie du testament. 1,2 million d'euros, ce n'était pas prévu pour une sale gamine comme toi. Cet argent appartient à cette famille. Mon père, Antoine Dubois, fixait simplement le sol sans rien dire. Mon demi-frère, Théo, s'est adossé à sa chaise avec un sourire narquois, comme si Noël était arrivé en avance. Je n'ai pas signé. 10 minutes plus tard, j'étais sur le trottoir avec un seul sac à dos, un vent glacial de -5 degrés traversant mon sweat à capuche, et la porte d'entrée verrouillée derrière moi. J'ai marché sur le même chemin que j'empruntais depuis des mois, le même coin sombre, la même dame âgée enveloppée dans un manteau fin, assise silencieusement sur des cartons aplatis avec un gobelet en étain devant elle. Comme tous les soirs, j'ai sorti mon dernier billet de 5 € et je l'ai glissé dedans. C'est à ce moment-là que ses doigts secs se sont refermés sur mon poignet avec une force surprenante. Elle m'a tiré vers le bas et a chuchoté, les yeux écarquillés de terreur, « Écoute bien, ma petite. Ce soir, tu ne dors pas dans la rue, ni dans le parc. Nulle part où ils s'attendent à te trouver. Trouve un hôtel bon marché, paie en liquide, ferme la porte à double tour. Demain matin, reviens ici. J'ai quelque chose qui te sauvera la vie. Bienvenue dans mon histoire. Si vous avez déjà été trahi par les personnes censées vous aimer le plus, restez jusqu'à la fin. Likez si vous regardez ça depuis un endroit où il fait froid ce soir, commentez votre ville ci-dessous et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de drames familiaux et de vengeance chaque jour. Je tremblais sur le trottoir sombre de Lyon, fouillant dans mon sac à dos pour trouver les derniers billets froissés qu'il me restait. 120 € gagnés en faisant la plonge dans une brasserie tout l'été. C'était tout. C'était tout ce que j'avais. Le vent traversait mon manteau, faisant chuter la température ressentie. J'ai marché vers l'est jusqu'à ce qu'une enseigne au néon clignotant attire mon attention, hôtel de la gare, chambre libre. Le réceptionniste n'a pas levé les yeux de son téléphone quand j'ai glissé 40 € sur le comptoir. En espèces, pas de pièce d'identité, pas de question. La chambre 12 sentait le vieux tabac et l'eau de Javel, mais le verrou fonctionnait et la fenêtre fermait bien. J'ai gardé mes bottes, je me suis recroquevillé sous la fine couverture, portant toujours mon manteau, et j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Le lendemain matin, je suis retourné directement au coin de la rue. Madame Solange était déjà assise sur son morceau de carton habituel, son gobelet devant elle, son manteau serré contre elle. Je me suis accroupie. Vous saviez que quelque chose allait arriver cette nuit-là. Elle m'a étudié pendant un long moment. Appelle-moi Madame Solange. Je veille sur toi, ma fille. Les gens dans cette maison veulent vraiment te voir partir. Je lui ai tout raconté. L'héritage bloqué par l'assurance vie de mon grand-père. La façon dont Valérie agitait la vieille copie du contrat, hurlant que si je ne touchais pas l'argent, il finirait quand même par revenir à mon père. Comment elle était convaincue que cela appartenait à la famille. Madame Solange a écouté sans m'interrompre, puis a hoché la tête comme si elle avait entendu la même histoire 100 fois auparavant. Cet après-midi-là, je suis entrée dans une station-service ouverte 24h24 près du parc et j'ai supplié le gérant pour n'importe quel poste disponible. Il m'a embauchée sur le champ comme caissière de nuit. 10 € de l'heure au noir, pas de papier. Le premier vrai salaire n'arriverait pas avant 2 semaines, mais j'avais besoin de quelque chose maintenant. Les nuits ont pris un rythme. Pointer à 23h, passer la serpillière, remplir les rayons, encaisser les routiers et les jeunes sortant de boîte jusqu'à 7h du matin. Je vivais de nouilles instantanées et de viennoiseries de la veille en promotion. À chaque service, je mettais de côté 5, parfois 10 €. Quand le soleil se levait, je marchais jusqu'au coin de la rue et je les glissais dans le gobelet de Madame Solange. Elle ne demandait jamais d'où ça venait, elle pressait juste mes doigts froids entre les siens et disait merci. Certaines nuits, une forte odeur chimique venait du parc, comme si quelqu'un avait renversé un réservoir entier d'essence. Je me disais que c'était juste la station-service d'en face. J'étais trop fatiguée pour réfléchir davantage. Puis un matin,
après avoir fait un double service parce que quelqu'un s'était porté pâle, j'ai traversé le parc comme d'habitude. Du ruban jaune de police bloquait chaque entrée. Les pompiers étaient partis, mais l'odeur d'essence et de plastique fondu était épaisse. Chaque banc sur lequel j'avais l'habitude de dormir quand l'argent de l'hôtel manquait était noirci et tordu. Le coin exact où je cachais mon sac à dos sous une bâche n'était plus que de la cendre et un sac de couchage brûlé que quelqu'un d'autre avait laissé derrière. Des enquêteurs prélevaient des échantillons sur une bouteille en plastique calcinée avec un chiffon encore coincé dans le goulot. L'un d'eux a dit à son collègue qu'ils avaient des traces claires de déversement et une empreinte de chaussure dans l'herbe humide. Je suis resté là à fixer la destruction, l'estomac noué si fort que j'ai cru que j'allais vomir sur le trottoir. Ces bancs étaient mon plan de secours. Quelqu'un venait de s'assurer que je n'avais plus nulle part où aller. J'ai ralenti le pas au moment où les gyrophares bleus ont commencé à clignoter contre les bancs brûlés. Tout le côté nord du parc était bouclé. 2 enquêteurs en veste bleu marine étaient à genoux, grattant la suie dans des bocaux à preuve. L'air avait un goût de carburant. Une Peugeot 208 familière a crissé en s'arrêtant au bord du trottoir. Manon a sauté hors de la voiture, son tablier de serveuse flottant au vent, les yeux écarquillés. Élise, j'ai conduit dans toutes les rues ce matin pour te chercher. Elle a tendu la main vers moi. J'ai reculé d'un pas, je gère, ai-je dit. Tu appelles ça gérer? Elle a fait un geste vers la destruction. Monte dans la voiture. Tu viens à la maison avec moi. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas t'entraîner là-dedans. Elle a ouvert la bouche pour protester, mais je m'éloignais déjà. Ce soir-là, après avoir nettoyé les comptoirs jusqu'à ce que mes doigts sentent le citron chimique, je suis allé directement au coin de la rue. Madame Solange était déjà là. Je me suis accroupie près d'elle. Vous saviez que quelque chose allait arriver la nuit où j'ai été mise à la porte. Comment? Elle a tapoté le carton. Assieds-toi. Je me suis assise. Elle a gardé la voix basse. Il y a 3 semaines, j'ai remarqué le même gamin qui tournait autour de ce pâté de maison presque tous les soirs. Basket cher, blouson de marque, il n'a jamais donné un centime. Il te regardait juste compter ton argent, regardait où tu marchais. J'ai déjà vu ce regard. C'est le regard de quelqu'un qui planifie quelque chose. Elle a fouillé dans ses couches de vêtements et a pressé une minuscule clé USB noire dans ma paume avec un morceau de papier plié. Le papier portait 2 mots en lettres majuscules tremblantes, « Regarde seul ». J'ai acheté une caméra solaire pas chère au magasin d'occasion, a-t-elle chuchoté. Je l'ai installée haut sur le lampadaire d'en face. Elle tourne depuis que je l'ai vue la première fois. Quoi qu'il y ait sur cette clé, tu le regardes toute seule d'abord. Ensuite, tu décides de ce qui doit être fait. J'ai fermé mon poing dessus. Pourquoi risquer ça pour moi? Parce qu'il y a 20 ans, mon propre fils a décidé que je valais plus morte que vivante. Personne ne s'est levé pour moi à l'époque. Je suis trop vieille pour me battre. Mais je ne suis pas trop vieille pour te donner l'arme. De retour dans la chambre 12, j'ai verrouillé la porte, traîné la commode devant, et branché la clé sur mon ordinateur portable fissuré. Un seul fichier. J'ai cliqué sur lecture. Des images en vision nocturne datées d'il y a 4 nuits. 2 silhouettes sont entrées dans le cadre portant des bidons rouges. Le plus grand a posé le sien, a sorti un téléphone et a incliné l'écran vers la lumière. Théo, mon demi-frère, souriant comme si c'était une blague. Il s'est tourné vers son ami. On finit ça avant vendredi. Elle signe à la banque la semaine prochaine, et cet argent sera bloqué pour elle pour toujours. Après ça, plus de seconde chance. Son pote Harry a dévissé le bouchon et a commencé à asperger de liquide chaque banc où je dormais à tour de rôle. Théo s'est joint à lui, s'assurant que le coin exact où je cachais mon sac soit complètement imbibé. Il a regardé droit dans son propre téléphone et a dit « Un problème en moins ». Puis il a craqué l'allumette. Je l'ai regardé 3 fois de suite, le cœur battant si fort que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre. Chaque seconde était une preuve. Chaque mot était une condamnation à mort. Je suis resté figé sur le bord du lit de l'hôtel, les mains tremblant si fort que le gobelet en plastique vide a glissé de mes doigts. J'ai ramené la barre de progression à la seconde exacte où Théo inclinait son téléphone vers le lampadaire.
La conversation par SMS brillait sur son visage. Le nom de l'expéditeur en haut indiquait Valérie Mercier. Le dernier message envoyé 19 minutes avant qu'il ne craque l'allumette était impossible à mal interpréter, la clause du contrat est claire. Si elle ne réclame pas l'argent avant la date de signature, chaque euro revient directement à ton père. Fais ça vite et proprement. Pas d'erreur cette fois. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Il n'essaie pas de me faire peur pour que je quitte la ville. Il croyait sincèrement que si je disparaissais avant de signer à la banque, l'argent reviendrait automatiquement à mon père. Ils avaient tort, mais ils étaient prêts à me tuer pour cette erreur. J'ai attrapé mon téléphone et composé le seul numéro en qui j'avais confiance. Manon a répondu à la première sonnerie. T'es où? Chambre 12. Viens maintenant. Ne t'arrête pour rien. Elle était à ma porte en moins de 15 minutes. J'ai verrouillé derrière elle et j'ai appuyé sur lecture sans explication. Nous avons tout regardé dans un silence total. Quand le rire de Théo a résonné, Manon a mis sa main sur sa bouche. Quand le SMS de Valérie a rempli l'écran, elle a saisi le bord du lit. C'est ton demi-frère, a-t-elle chuchoté. Et c'est ta belle-mère qui lui donne des ordres. Elle m'a regardé. Il pense que te tuer donne l'argent à ton père sur un plateau d'argent. C'est ce que dit la vieille copie qu'ils ont volée dans le coffre de grand-père, ai-je réussi à dire. Ils n'ont jamais vu la version mise à jour. Le regard de Manon est devenu dur. On va voir la police demain matin. Pas de discussion. J'ai à peine dormi. Vers l'aube, je suis sortie et j'ai marché jusqu'au coin de la rue. Madame Solange était là. Vous m'avez sauvé la vie. Elle a secoué la tête. Pas encore. Mais j'ai reconnu ce regard sur le visage de ce garçon. Le même regard que mon fils avait la nuit où il a décidé que je valais plus morte. Comment saviez-vous pour la caméra? L'instinct. L'avidité rend les gens stupides, mais ça les rend aussi prévisibles. Elle a pressé ma main. Fais ce que tu as à faire. Je serai toujours là. Manon a démarré sa voiture avant même que le soleil ne dépasse les toits et a conduit directement au commissariat central de Lyon. Le lieutenant Martin nous a reçus dans une petite salle d'interrogatoire. La quarantaine, cheveux poivre et sel, calme. J'ai posé la clé USB sur la table. C'est une vidéo de mon demi-frère versant de l'essence dans le parc où je dors. Ma belle-mère lui a dit de le faire. Il a inséré la clé et a appuyé sur lecture. La pièce est restée silencieuse à part la voix de Théo. Quand le SMS de Valérie a éclairé l'écran, Martin a mis sur pause, s'est penché et l'a lu 2 fois. Vous avez le document de l'assurance vie? J'ai glissé la copie pliée. Il a scanné la clause. Elle adorait citer celle sur les fonds revenant à mon père si je ne les réclamais pas. Martin a hoché la tête une fois. Restez là. Ils nous ont gardés presque toute la journée. D'abord, un technicien a confirmé que la vidéo n'était pas truquée. Ensuite, ils ont passé le visage de Théo dans le système. La photo du permis est apparue instantanément. Un autre policier a amené l'ami de la vidéo moins de 2 heures plus tard. Le gamin a vite demandé un avocat, mais a quand même fait une déposition écrite admettant qu'il avait été payé 200 € pour aider à donner une leçon. En fin d'après-midi, le lieutenant Martin est revenu. On a assez pour un mandat d'arrêt. Tentative d'incendie criminel en bande organisée, ça va chercher loin. On va le chercher ce soir. Manon m'a emmené chez elle. À minuit 47, mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Martin. Théo est en garde à vue. Les uniformes sont allés à la maison dans les Monts d'Or il y a 20 minutes. Il a essayé de fuir par derrière, mais on avait bouclé le jardin. J'ai demandé pour Valérie. Elle est arrivée 10 minutes plus tard en hurlant. Elle a déjà appelé un grand avocat pénaliste. Le juge a accordé une libération sous caution avec conditions, bracelet électronique, interdiction de contact, remise du passeport. Elle est chez elle, mais le bracelet sonne si elle s'approche à moins de 500 mètres de vous. Le lendemain matin, une berline sombre est égarée en face de la supérette quand je suis parti pour mon service. La même voiture a suivi la Honda de Manon les 2 nuits suivantes. Valérie portait peut-être un bracelet, mais elle croyait toujours que l'argent finirait chez mon père et elle n'avait pas fini d'essayer.
Vendredi matin, le notaire de la banque m'a appelé. Mademoiselle Dubois, les papiers finaux sont prêts. Venez quand vous voulez aujourd'hui. Une fois que vous signez l'acceptation, les 1,2 million sont transférés immédiatement sur le compte bloqué créé à votre nom uniquement. J'ai dit au gérant que j'avais une urgence familiale. Manon m'a emmené en centre-ville. Le bureau était calme, moquette épaisse. Le notaire m'a fait passer en revue chaque page. Elle a glissé la feuille finale. C'est ici. Après cette ligne, personne ne peut toucher au capital sans votre consentement écrit, jamais. J'ai signé Élise Dubois à l'encre noire. Félicitations. Vous êtes maintenant une jeune femme très riche. Nous sommes sortis sous le soleil aveuglant de midi. Ma nouvelle carte bancaire semblait étrange dans ma poche. L'appel a commencé avant qu'on atteigne la voiture. Numéro masqué. Puis le nom de Valérie a clignoté. J'ai laissé sonner. Puis un SMS, on doit parler en famille. Je peux tout expliquer. Rencontre-moi, s'il te plaît. Je l'ai bloqué. Le lieutenant Martin a appelé 1 heure plus tard. Votre belle-mère vient de déclencher l'alarme de périmètre du bracelet 3 fois. Elle a engagé un détective privé. C'est le même gars qui est garé devant la supérette et chez Manon depuis hier. On l'emmène pour interrogatoire. Je l'ai remercié. Ce soir-là, je travaillais seul pour la fermeture. À 23h03, le dernier client est parti. Le parking arrière était presque vide. J'avais mes clés en main quand un gros 4x4 noir est arrivé vite et m'a coupé la route. La vitre conducteur est descendue. Un homme en coupe-vent sombre m'a tendu un téléphone sans un mot. La voix de Valérie est sortie du haut-parleur, basse et venimeuse. Retire ta plainte, Élise. Signe l'argent pour ton père comme prévu et tout ça disparaît. Continue de pousser et la prochaine fois il n'y aura pas d'avertissement. J'ai reculé jusqu'au mur. J'ai sorti mon portable, appuyé sur le numéro rapide de Martin et mis sur haut-parleur. Lieutenant, je suis sur le parking de la station-service. 4x4 noir immatriculé Tango 49. Votre messager délivre une menace de la part de Valérie Mercier en ce moment même. La voix de Martin a coupé instantanément, ne bougez pas. Les unités sont là dans 90 secondes. Le moteur du 4x4 a rugi. Il a fait une marche arrière brutale et a disparu vers l'autoroute. Les sirènes ont déchiré la nuit. 3 voitures banalisées et 2 patrouilles l'ont coincé à l'échangeur. Le conducteur a essayé de fuir à pied mais a été plaqué au sol. Dans le véhicule, ils ont trouvé le téléphone jetable encore chaud de l'appel de Valérie, une carte imprimée avec la supérette encerclée, et une enveloppe contenant 5 000 € en liquide avec une note manuscrite, dernier avertissement. Pas d'erreur. Manon et moi sommes arrivés au commissariat après 2 heures du matin. Au lever du soleil, le chauffeur avait déjà signé des aveux complets. Le juge a révoqué la caution de Valérie à 3h17. Les policiers sont arrivés à la maison avant que les lampadaires ne s'éteignent. Pas d'avocat hors de prix cette fois. Valérie a été emmenée directement à la maison d'arrêt de Corba. Le procureur a ajouté subornation de témoins et menace de mort aux charges existantes. Tous les comptes joints qu'elle partageait avec mon père ont été gelés à midi. Antoine Dubois s'est présenté à l'hôtel 36 heures plus tard. Il avait l'air de n'avoir pas dormi, chemise sortie, yeux injectés de sang. Je suis descendu. Il est tombé à genoux sur le tapis usé du hall. Élise, je t'en prie, a-t-il étouffé. Retire les plaintes. Valérie et Théo se sont emportés, mais c'est ta famille. Je voulais juste qu'on reste tous ensemble. Je l'ai regardé de haut. Tu es resté silencieux le soir où elle m'a jeté dehors sans rien. Tu as lu la même copie du testament qu'elle. Tu les as laissés croire que si je disparaissais, l'argent te reviendrait. Je pensais qu'on pouvait arranger ça, a-t-il chuchoté. Vous avez tous lu un paragraphe de ce contrat et construit tout votre plan autour, ai-je dit froidement. Vous aviez tort depuis le premier jour, et maintenant c'est trop tard. La sécurité l'a fait sortir. Quelques mois plus tard, je me tenais au tribunal. Le juge a lu les verdicts. Valérie a pris 7 ans ferme. Théo a pris 5 ans en centre éducatif fermé jusqu'à ses 21 ans,
puis transfert en prison pour adultes. La maison a été vendue aux enchères. Mon père a tout perdu. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour installer Madame Solange dans une résidence senior haut de gamme. Chambre privée, fleurs fraîches. La première fois qu'elle a marché dans le jardin avec de vraies chaussures, elle a pleuré. Manon a emménagé dans la chambre d'amis de la petite maison que j'ai achetée. Elle a quitté la brasserie et s'est inscrite à l'université Lyon 2 avec la bourse que j'ai créée à son nom. Le dernier jour du procès, l'avocat de la banque a lu le document officiel. Il a lu la clause que mon grand-père avait discrètement ajoutée quand j'avais 16 ans, celle que Valérie et mon père n'avaient jamais vue. Si Élise Dubois devait décéder ou ne pas accepter le capital avant la date désignée, la totalité de la somme sera transférée irrévocablement à la Fondation pour les jeunes en difficulté de Lyon. Aucune partie ne reviendra à Antoine Dubois ou à tout autre membre de la famille en aucune circonstance. Le visage de Valérie s'est effondré. Elle a fixé la page comme si elle l'avait giflé. Après la sentence, les gardes l'ont fait passer devant moi menottée. Elle s'est arrêtée, les yeux fous. Cet argent devait être à nous, a-t-elle sifflé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as essayé de me tuer pour de l'argent qui ne t'aurait jamais appartenu de toute façon. Tu as tout perdu par avidité. C'est le prix à payer. Je suis sortie sous le soleil sans me retourner. Parfois, la gentillesse vient d'étrangers quand la famille vous laisse tomber. Parfois, les gens qui partagent votre sang sont ceux qui vous font le plus de mal. Mais la vraie famille, celle qui compte, c'est celle qu'on choisit. Madame Solange m'a appris ça avec 5 € et un avertissement. Manon l'a prouvé chaque jour. Et j'ai appris qu'aucune somme d'argent ne vaut la peine de vendre son âme.